la richesse inestimable du patrimoine que nous possédons, héritage légué par nos fondatrices, conservé et transmis par nos devancières. Comment consolider les lieux de transmission? Comment assurer sa pérennité? Aujourd'hui, à Maison-Mère, nous nous trouvons à la Maison Sainte-Marie, où se trouvent des salles de classe du Centre d'études collégiales dans Charlevoix. La directrice de cet institut, Madame Marie Aboumrad, a donné rendez-vous à sœur Yvette Chamberlain, qui a consacré sa vie à l'éducation. Bonjour, sœur Yvette. Bonjour, Madame Marie, ça fait plaisir. Ben oui, moi, tout à fait, je suis contente de vous rencontrer. Et vous êtes beaucoup plus studieuse que moi, vous êtes toutes préparées. On dirait que je voulais rien oublier pour dire du beau de ma communauté. Alors, j'ai pris des notes. Excellent. Oui, oui. Et puis donc, justement, de cette communauté, qu'est-ce qui vous a amené à rentrer chez les Petites Franciscaines de Marie? C'est que, d'abord, ce sont les Petites Franciscaines de Marie qui m'ont enseigné à Saint-Siméon, Charlevoix. Puis, ça me chicotait, cette histoire-là d'être religieuse. Puis, je suis venue faire mon brevet C. Dans ce temps-là, c'était le brevet d'enseignement pour le primaire. Ça s'appelait le brevet C. Je suis venue ici le faire à la Maison-Mère parce qu'on avait brevet C, brevet B, brevet A. On pensionnait ici à la Maison-Mère. Puis, de l'autre côté, la belle maison, de l'autre côté, nos cours étaient là. Alors donc, j'ai côtoyé les Petites Franciscaines encore plus longtemps que les autres dans cet enseignement-là. Et là, je suis partie, j'ai enseigné chez moi. Puis, cette interpellation intérieure qui ne s'explique pas ne me lâchait pas. Alors, j'ai essayé de m'étourdir de toutes sortes de belles façons. Puis, ça n'a pas marché. Alors, à un moment donné, je me suis dit, bon, autant, on va l'essayer. Puis si je suis tranquille en dedans, on verra, c'est ma réponse. Et me voilà, encore. Encore aujourd'hui. Après plusieurs années, oui. Vous êtes rentrée à Maison-Mère en quelle année? En 1961. Oui, ça fait quelques années. Et c'était un moment important aussi dans l'histoire du Québec, où il se passait beaucoup de choses sur le plan religieux aussi. Oui, en effet. Oui. Et où il y a eu une séparation de l'Église et de l'École. Oui. Pas tout de suite, par exemple. La séparation est venue un petit peu plus tard, qu'on appelle, nous autres, séparation d'abord de l'école, puis nous autres, dans les hôpitaux psychiatriques, la désinstitutionnalisation. Oui. Hey, je l'ai tout dit. L'éducation autrefois, c'était par l'Église du lieu ou par les commissaires plus loin là. Mais avant tout, c'était les églises qui disaient « Oh, il faudrait que des enseignantes ouvrir une école là. » Et d'abord, puis en plus de ça, les communautés étaient fondées, entre autres, pour enseigner. Alors, ça coïncidait, le besoin et ce pourquoi on existait. Entre autres, parce que je dis on est existé, nous autres, on a été dans toutes les sphères de l'action catholique, les œuvres charitables. Donc, autant infirmiers, les hôpitaux, puis tout ça. Oui. La santé, l'éducation. Hein? Exact, oui. C'est les gouvernements qui ont pris la relève et c'est tant mieux parce que ça a été encadré par des lois où ils obligeaient à aller à l'école. Oui. Puis c'était bien tant mieux. Puis ensuite, ça a ouvert les horizons pour des études supérieures. Absolument. Voilà. Absolument. Alors nous autres, j'ai marqué actuellement plus âgés, donc plus invisibles dans ce domaine. On n'a pas donné congé à notre désir d'enseigner. Donc à Madagascar, on continue cet enseignement-là. Donc, il y a vraiment des petites franciscaines qui enseignent dans les écoles à Madagascar. À Madagascar, c'est ça. On ouvre des écoles même, là. Des nouvelles écoles? Des nouvelles écoles. Wow! Ça demande beaucoup d'énergie pour ça. C'est ça, oui. Quand je te disais que c'était les commissaires ou l'Église qui nous demandaient d'aller à un endroit donné, là, c'est nous
qui décidons d'aller à un endroit donné parce qu'on a vu le besoin, mais parce qu'on a été demandé aussi les deux qui coïncident. Alors moi, j'ai envie de vous parler des types d'écoles qu'on avait. Alors, on a eu des enseignements dans les écoles maternelles, primaires, secondaires, qui allaient jusqu'en 12e, dans les classes spécialisées. Qu'est-ce que vous voulez dire, spécialisé? Spécialisé, c'était, j'en arrive justement. Ah oui? Oui, école ménagère. Entendu parler des instituts familiaux qu'on appelait là. Hein? Alors, c'était former des vraies mères de famille, des vraies épouses, des vraies femmes. Des vraies femmes, comme si on ne peut pas être des comme s'il y avait un seul modèle. Oui. Ensuite, on a eu les écoles normales pour les futures enseignantes. Alors, je vais m'attarder sur ce qui fait mon admiration, c'est l'éducation dispensée partout où il y avait une petite franciscaine de Marie. Il y a des trésors d'imagination et de réalisation. Dans les orphelinats, il y avait l'éducation à tous les niveaux. Alors, on ne faisait pas qu'avoir des pensionnaires. On les enseignait à tous les niveaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans les hôpitaux psychiatriques, c'est ça qui fait mon émerveillement, que d'ingéniosité pour ouvrir l'intelligence de chacun dès qu'il y a un possible. Alors, ils enseignaient, les sœurs qui avaient des handicapés intellectuels, ils enseignaient des pièces de théâtre, des chorales et des métiers. Je vais revenir tout à l'heure sur les métiers. Alors, je ne sais pas si vous pouvez penser comment, dans un institut de handicapés intellectuels, apprendre une phrase à un, une phrase à l'autre, une phrase à l'autre, puis une phrase à l'autre, puis ça, faire une pièce de théâtre avec pour que la phrase arrive au bon moment. Que d'ingéniosité, de temps et de patience. Absolument. Puis comme la chorale aussi, quand ils formaient des... On ne comprenait pas nécessairement les mots, mais on avait l'air. Par exemple, ils leur montraient des chants latins comme « Tantum mergo ». Alors, ils nous arrivaient avec du baragouinage. C'était tellement drôle. Mais ils réussissaient à donner l'air et de faire un spectacle d'une chorale. Dans les métiers, alors ça aussi, que de patience pour enseigner un faire, un geste qui soit à la bonne place, au bon moment. Il y en a qui devenaient des petits spécialistes dans la laiterie. On avait la ferme, hein? Oui. La laiterie, le poulailler, les abeilles, le potager, les cordonneries et j'en passe. Et ce, en tablant sur la répétition et la capacité de chacun. Alors, on avait des petits spécialistes qui étaient très contents de sortir de l'hôpital pour s'en venir travailler le matin, puis revenir, puis avoir des spéciaux, là, parce que la nourriture d'un malade mental, d'un handicapé intellectuel, je vais souvent dire malade mental parce qu'on le disait souvent dans ce temps-là, la nourriture n'était pas pareille pour quelqu'un qui ne travaillait pas puis qui avait de la difficulté aussi à manger. Là. Donc, elles avaient des faveurs, les faveurs aussi de fumer la pipe. Oh! Oui. Alors, c'était permis à ce moment-là. C'était permis, oui. C'était pas à 3 mètres puis à 10 mètres de la maison. Là. Alors, je veux parler de l'œuvre gigantesque de sœur Marie Porteur. Marie Porteur, c'était une enseignante au départ, puis elle était à l'hôpital psychiatrique. Elle a ouvert le CMPP, Centre médico-psychopédagogique. Donc, c'était de l'enseignement par des fiches personnalisées à pas de souris. Dès qu'ils voyaient une étincelle de capacité intellectuelle, c'était entre les mains de sœur Marie Porteur et son équipe qui faisait avancer à pas de souris, je vous le redis, à pas de souris. Puis, alors, il y avait des fiches qui attestaient ça. Cette école deviendra un modèle tant au pays qu'en Europe. Alors, je suis pas peu fière de notre sœur Marie Porteur. Ben oui, absolument. Voilà. Et de nos sœurs aussi, avec la patience que je vous montre que ça prenait là, pour
Absolument. Ouais. Mais on en forme à la Malbaie en technique d'éducation spécialisée. C'est exactement l'objectif du programme, c'est de créer des techniciens et des techniciennes qui vont aider soit les jeunes enfants qui démontrent des problèmes de scolarité, soit des personnes justement avec des limitations fonctionnelles ou intellectuelles, ou des personnes âgées à avoir un plan d'intervention. On n'appelle pas ça des fiches, mais un plan d'intervention, puis d'atteindre un objectif. Puis une fois qu'il est atteint, qu'il est maîtrisé, de passer au prochain, d'être valorisé, d'être motivé, d'être émerveillé, autant pour la personne qui reçoit cette action-là, ces soins-là, que pour le thérapeute qui a sa place. Fait qu'on continue, puis on fait pas mal les mêmes choses. Oui. Parmi les nombreuses sœurs qui ont consacré leur vie à l'enseignement, l'une d'elles fêtait récemment ses 100 ans, sœur Maria Otis. J'ai pris ma retraite à 93 ans. Mais c'est ça qui nous tient. J'ai fait presque toutes les écoles qui appartenaient au petit Ansicaine de Marie. Saint-Siméon, partout, jusqu'à la cité. C'était loin, ça? Oui, c'était loin. Sœur Maria Otis a bien connu les fameuses écoles ménagères. C'était, je vais vous dire, tout ce qu'une femme peut savoir pour tenir une maison d'une façon économique. Il faut qu'elle sache tout ce qu'il faut. La couture, cuisine, ménage, lavage, les tricots, la broche, tout. Là. Cuisinière, ça veut dire tenir maison. C'est nous autres qui tenions maison. J'étais allée à la vraie école à Montréal. Ça s'appelait l'école d'art culinaire, vrai, là. Et puis on était affiliés à la Maison nationale des viandes. C'était voisins ensemble, c'était affiliés ensemble. Et ça, c'est intéressant, les viandes, savoir comment couper les viandes, quoi faire avec chaque partie de viande. Ça, c'est intéressant. On avait 3 maisons comme ici. Puis j'ai été nommée dans la plus petite. Il y avait à peu près 60 personnes. C'était Saint-François-sur-l'Anneau. Là, il a fallu que je fasse... mais j'étais habituée, là, je savais combien une recette pouvait faire, tant de personnes. Et puis après ça, j'étais encore dans une autre, Sainte-Brigide. Là, c'était 140. À Longueuil, j'ai fait la même chose. Je me suis occupée d'une maison, ça s'appelait la maison Mousseau. On donnait des cours de cuisine, d'art culinaire aux personnes émigrantes. Puis on leur montrait la cuisine canadienne. Je voudrais que vous me parliez un petit peu plus du programme d'AEC, que je ne sais pas si ça veut dire, je voulais dire. Un AEC, c'est une attestation d'études collégiales. OK. C'est comme un diplôme d'études collégiales, mais qui est pour les adultes et qui mène directement au marché du travail, très rapidement. On fait des AEC dans des disciplines où il manque vraiment de main-d'œuvre et où il faut qu'on forme du monde rapidement, qu'on les envoie parce qu'il y a des besoins. Je comprends. Supposons que moi, j'ai un restaurant, je manque de personnel. Je peux frapper à votre porte pour dire, bien, on aurait besoin de personnel qui soit compétent un peu dans le service des tables ou... Absolument. C'est le service aux entreprises. Donc, n'importe quelle entreprise de la région de Charlevoix qui a identifié un besoin parce qu'il y a une compétence nouvelle, par exemple un nouveau logiciel pour la caisse, ou parce que, justement, il manque de personnel puis il faut former. Alors, on est prêt à entendre les demandes et à aller chercher les spécialistes, idéalement le plus proche, mais des fois, avec nos réseaux de contacts, on peut aller les chercher un peu plus loin, s'assurer qu'on a le meilleur service pour les entreprises locales, pour les individus aussi, pour qu'ils trouvent un emploi dans lequel ils sont bien.
fait, vous avez enseigné dans des écoles où il y avait plusieurs divisions à l'intérieur d'une même classe. On Oui. est loin de la spécialité, Oui, comme oui, je viens de oui. vous en parler, là. Oui, alors c'est des maisons qui étaient construites de façon bien ordinaire, où j'avais à chauffer le poêle au bois. Alors, je chauffais le poêle au bois, ils appelaient ça la truie autrefois, on chauffait la truie. Puis ceux qui étaient proches mouraient de chaud, puis ceux qui étaient loin avaient froid, étaient proches des fenêtres. Alors, moi, j'ai enseigné à cette division, puis je trouvais que c'était une gymnastique j'ai pas un beau souvenir. J'ai un beau souvenir dans le sens que les élèves étaient contents, ils m'aimaient, puis je les aimais aussi, mais j'y vois quand même un souvenir de stress et d'angoisse, puis d'être jamais contente à savoir si j'ai réussi à tout donner, à les faire avancer là, autant qu'ils sont capables d'avancer. Voilà, c'est ça. comme Mais souvenir. avez-vous revu des élèves un peu plus tard? Oui, bien sûr. Et Mademoiselle Yvette. Oh, ben, Mademoiselle Mademoiselle Yvette, Oui. Yvette, mais Ah, ces oui, élèves-là- quand je suis dans Charlevoix, il y aura encore là, Mademoiselle Yvette, oui, c'est ça. Oui. Ben, ça, c'est une Oui, preuve, pas j'imagine, sûr. quand ils Oui. vous reconnaissent, ils viennent vous parler, Oui. c'est une preuve Oui. que vous avez vraiment réussi à atteindre l'objectif de Oui. leur enseigner des belles choses. Oui, c'est ça. Puis en 7e année, passait un questionnaire qui venait du gouvernement, puis il y avait mes élèves avaient du succès. Fait que c'est ça. Bon, mais à retardement, en tant que directrice, je vous dis que vous êtes une très, très bonne enseignante, ça Yvette. Bien, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a fait. J'ai toujours rêvé d'être infirmière, puis on dirait que je suis née avec un petit casque d'infirmière, hein, les petits. Oui. D'autrefois. Puis, étant infirmière, après mon parcours en enseignement, j'ai enseigné aussi. Alors, j'étais monitrice, par exemple, pour les nouvelles qui arrivaient dans les hôpitaux. Puis, comme j'ai été dans la fondation des premiers CLSC de la province, à ce moment-là, j'avais créé un programme d'enseignement dans les paroisses qui s'appelait, je l'avais intitulé « De la santé de la tête aux pieds ». Ça, j'ai adoré Donc, ça. vous êtes enseignante, infirmière, prof de soins infirmiers et très bonne en marketing. Oh oui. Vendre les CLSC aux médecins à ce moment-là, ouais, c'est ça. Toute une réforme, Alors, hein? ouais. Mais ce que vous avez fait comme monitrice dans les hôpitaux pour initier les jeunes femmes, Oui. j'imagine, à ce moment-là, ça devait être Oui. surtout des jeunes femmes, au métier d'infirmière, on le fait encore. Oui. On a le DEC en soins infirmiers. Et nos étudiants, dès la première session, ils vont dans les milieux hospitaliers, ils vont à CHSLD et ils ont un professeur qui est avec eux pour s'assurer à la fois là, des bons soins, des bons actes médicaux, mais aussi dans la période de COVID, il s'assure qu'on ne soit pas un vecteur de transmission. Aussi. Ouais. Mais ça continue. Et donc, vous étiez une enseignante de par la force des choses, une infirmière de vocation, religieuse de vocation aussi, Oui, et une professeure de soins infirmiers. Ça fait vraiment beaucoup de chapeaux à la fois. en effet. En effet, puis à part des services dans la pastorale aussi, là, j'étais beaucoup impliquée dans la pastorale. C'est une autre Mais forme d'enseignement, C'est une autre forme d'enseignement, exact. de transmission, Oui, de partage. chorale, puis c'est ça, chant choral, préparer des animatrices en chant pour les messes. On va dire, je n'avais pas pensé à ça, que c'était aussi dans l'éducation. Ben oui. Oui, Oui, dans Oui. la transmission culturelle, oui, c'est ça. le passage culturel. Oui, oui. Et c'est d'ailleurs, moi, la raison pour laquelle je suis contente d'être ici à Maison-Mère, Oui. d'avoir des bureaux. Pourquoi vous avez choisi la maison mère? Ah, ça, c'est une décision administrative. Il y a quelques années, il a fallu prendre un pignon sur rue au moment où la ville s'est organisée avec les petites franciscaines pour motiver
l'évolution qu'on connaît maintenant de maison mère. Il y avait des espaces à louer. Il y avait pour nous un besoin d'aller s'implanter. Il y avait une belle opportunité, une occasion de faire vivre ce bâtiment-là. Réalises-tu combien nous, on est contents, comment nous, on est contents que la maison mère soit ouverte à tant de richesses à partager. C'est incroyable, là, nous autres, là. C'est incroyable qu'on survive par vous. Bien, écoutez, je m'en doutais un peu, mais que vous me le dites comme ça, là, ça me motive à continuer, vraiment. Et c'est pas croyable que nous autres, qu'on est là, vieillissantes, puis priantes, hein, qu'on porte vos projets, les projets des autres, vos projets en particulier la maison mère, qu'on porte ça dans notre prière, dans notre tendresse. Alors, c'est extraordinaire que nous autres, que ça ait survécu. J'avais la passion de mes élèves, comme j'ai eu la passion de mes malades. Hein, oui, après ça, on le recevait, on recevait beaucoup en retour. Tu sais, moi, quand je suis entrée, j'ai eu beaucoup de peine de ne jamais avoir d'enfant. Puis finalement, je me suis retrouvée avec plus qu'un ou deux ou trois enfants dans ma famille. Là, j'en ai beaucoup, des enfants. Ceux que j'ai enseignés, ceux que j'ai soignés. Et j'ai fait aussi du travail social comme infirmière. J'ai fait du travail social aussi à Longueuil. Et comment j'ai aimé les femmes en difficulté que j'ai côtoyées, que j'ai aidées, que j'ai accompagnées. Puis ces femmes-là, ça fait longtemps que je suis partie de Longueuil, ces femmes-là m'appellent encore. Oui. De l'amour à donner, j'en avais... j'ai plein d'amour à donner, comme dit la chanson. Hein, j'en avais plein d'amour à donner. J'en ai encore à donner et j'en ai reçu beaucoup. Alors, de sorte que les enfants physiques que j'ai pas eus, j'en ai eu psychologiquement, puis spirituellement, puis etc. Moi, j'ai pas la foi que vous avez, mais je suis aussi une femme qui n'a pas pu avoir d'enfants. Ah. Et j'ai pour mon dire que j'en ai 200 par année de ces temps-ci. Ah, c'est cute! Puis rendu à la fin du mois de mai, ben, je leur dis « bonnes vacances », puis moi, je prends les miennes. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est cute qu'on se ressemble. Oui. T'as pas eu d'enfant, puis moi non plus. Oui, tout à fait. Finalement. C'est pas de ne pas en avoir voulu, mais bon, c'est jamais arrivé. Oui. Puis j'ai pas forcé la note non plus. Puis d'avoir cette relation-là. Et aussi que les enfants, bon, les miens sont, moi, c'est ce que j'appelle des vieux ados, jeunes adultes, là, au cégep, d'avoir un modèle de femme qui n'en a pas d'enfants. Parce que tous les enfants ont une maman. Mais ils n'ont pas nécessairement des modèles d'adultes différents autour d'eux. Ouais. Et donc, moi, d'être ce modèle-là, c'est important. J'ai mes neveux, mes nièces, mes filleuls, c'est important pour moi de leur dire on peut être heureux avec une famille, on peut être heureux comme personne artiste qui est vraiment bohème et puis qui est sans orientation prévue d'avance. On peut avoir fait d'autres choix et c'est important d'avoir des modèles différents. C'est ce qui a fait en sorte que moi, j'ai pu partir 1 an dans le Grand Nord, par exemple, pour enseigner ça sans difficulté, tout ça. À ce moment-là, j'étais mariée, puis j'avais une autre personne, mon mari, à convaincre de dire « Ciao, bye, je reviens dans 1 an ». J'avais pas des enfants à nourrir, j'avais pas des garderies à organiser. Fait que ça m'a permis d'être une personne différente. Puis je le revendique, ce droit-là. C'est beau, oui. Puis des fois, je me dis, j'aimerais ça avoir plus la foi. Mais bon. Ouais, Vous avez prié pour moi? Oui, mais tu l'as peut-être plus que tu penses. Hein? Tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que je vais à l'épicerie ou je fais une commission pour mes parents, puis je dis à mon père, « Qu'est-ce que tu veux que je te ramène? » Il me dit, « Ramène-moi de la grâce divine. » Puis je la cherche pas mal. Il dit ça. Je la cherche tout le temps à l'épicerie. Amène-moi de la grâce divine. Bien, tu apportes l'amour que tu as pour tes parents, puis le service que tu leur rends. Ben, voilà. C'est ça, la grâce divine. C'est ça, la foi. La foi, c'est aimer. On va dire comme François d'Assise qui dit, évangéliser, c'est pas compliqué, évangéliser. C'est dire, toi aussi, tu es aimé de Dieu. Ah, c'est beau. Toi aussi, tu es aimé de moi. C'est ça l'amour. C'est ça, c'est l'Évangile. On apprend dans l'émotion.
L'émotion, c'est une énergie qui nous met en mouvement. Puis on va vers quelque chose qu'on aime ou on fuit quelque chose qu'on n'aime pas. Fait qu'on peut apprendre de deux émotions, une négative, que j'ai jamais voulu utiliser, moi, dans l'enseignement, et une positive. Pour ça, il faut que les jeunes se sentent respectés, valorisés, puis en échange, ils nous en donnent tellement plus. Ma réussite, c'était que les autres réussissent aussi, hein, comme moi aussi. Je suis sûre que je voulais réussir ma vie, réussir mon enseignement, réussir mes soins, mais c'était qu'eux autres aussi réussissent. Et une fois, on a eu une réunion entre différents acteurs de CLSC, là, des actrices à ce moment-là du CLSC. Puis, on devait répondre à notre groupe, qu'est-ce que je dis le plus souvent aux femmes que je rencontre? Et moi, je trouvais ça cute, cette question-là. Alors, j'ai dit, vas-y, t'es capable. Alors, d'autres, après ça, me l'ont rappelé. Tu te rappelles-tu quand j'ai fait quelque chose, je l'ai fait parce que tu as dit, vas-y, t'es capable. Puis je me le dis aussi. Quand ils me demandaient des fonctions qui dépassaient mes capacités, selon moi, puis je me disais, ben vas-y, t'es capable. Tu l'as jamais fait? Ben vas-y. Dans l'enseignement supérieur, c'est sûr qu'avant, le cours classique était fondamentalement imprégné d'une culture des communautés religieuses qui l'enseignaient. Oui. Plus ça a été laïcisé, plus l'université est devenue le temple du savoir scientifique, et voire même qui a évacué certains savoirs ou les a cantonnés là, dans des disciplines très précises. Mais ça n'empêche pas que je trouve que les jeunes sont très spirituels. Ils vont chercher cette flamme-là, cette émotion-là, cet amour-là, ce désir de partager-là, de changer le monde. Hein? Et je trouve qu'il y a beaucoup de spiritualité dans ce qu'on voit présentement avec la COP26, oui, ou avec des mouvements environnementalistes, ou avec des mouvements militants d'inclusion et puis de respect de l'environnement d'abord, mais aussi des différences entre les êtres humains. Donc, c'est peut-être exprimé différemment. C'est certainement pas sous l'égide là, d'une institution aussi sacrée et aussi historiquement avec l'histoire qu'on sait et les dérives aussi qui ont eu lieu. Mais je les trouve très, très passionnés, très vibrants. Il faut inventer des façons d'aimer, puis inventer aussi surtout le respect de chacune des personnes maintenant, là où ils sont. Dans la différence, souvent. Oui, dans la différence. Dans l'inclusion. Puis les accompagner. Accompagner, ça veut dire les prendre là où ils sont. Puis faire un pas de plus s'ils nous le permettent. Puis, oui. Qu'est-ce que ça prend pour être une bonne enseignante? Bien, ça prend la passion. Ça prend la passion. Puis, ça prend ce qu'elle appelle la vocation au sens large du terme. Là. Si j'ai ce qu'il faut comme don personnel pour être enseignante, ça prend ça aussi, hein? Pour enseigner, ça prend la passion, ça demande d'aimer les êtres humains. Ça demande d'aimer la connaissance aussi. Oui. D'aimer découvrir, d'aimer apprendre, d'aimer lire, d'aimer se challenger à des nouvelles idées. Puis ça, je nous trouve chanceuses de vibrer à ça.